ça c'est hyper rigolo ces stratégies là de grosse coloration parce qu'il y a finalement chez les insectes, il y a assez peu d'insectes qui synthétisent eux-mêmes le truc qui aura un goût horrible pour les oiseaux ou qui sera un peu poison. La plupart du temps ils le récupèrent sur des plantes. Et c'est en bouffant les plantes qu'ils accumulent les toxines. Et puis il y a d'autres insectes qui accumulent les toxines en bouffant des insectes qui ont des toxines. Et après il y a deux stratégies, soit j'accumule des toxines moi-même, soit j'essaie de ressembler à un truc qui accumule des toxines. On a un autre poulailler de 70 poules là-bas et c'est qu'en fait on va les déplacer à peu près tous les mois. Alors des fois on a 15 jours entre deux déplacements et des fois on a 1 mois et demi, 2 mois. En été je suis un peu plus détendue. Il y a une autre information que les oiseaux captent, semble-t-il, de plus en plus d'éléments montrent ça. En tout cas, on voit que l'olfaction est effectivement un sens très utilisé pour naviguer. La principale hypothèse, c'est qu'en fait, il y a des signatures végétales. Chaque végétal émet des composés chimiques. Et les grandes forêts ont leur propre signature olfactive, les grandes prairies aussi. Et en fait, on a vu que c'était quand il y avait des vents qui charriaient ces odeurs que les oiseaux arrivaient à corriger les déviations qu'on leur avait imposées en les déplaçant artificiellement, par exemple. Pour ce 4e mini-épisode de la série Réensauvager la ferme, on va parler des 3 P au verger. Papillons, poules et punaises. Une grande partie des explorations et visites se sont déroulées au verger, où la biodiversité sauvage et domestiquée, et tout ce qui se trouve entre les deux, se concentre. Dans la nuit de samedi à dimanche, je suis restée 1h30 autour d'un dispositif lumineux qui attire une grande diversité de lépidoptères et notamment les papillons de nuit. Certains passionnés y sont restés jusqu'à 2h du matin. Un naturaliste, Nicolas, a déterminé 169 espèces en une nuit à la ferme. Devant les lumières hypnotisantes, bleues, vertes et violettes, un viticulteur me raconte comment différencier les papillons de jour et papillons de nuit, et Philippe Francoz, aussi appelé Monsieur Papillon, nous donne quelques éléments sur le régime alimentaire des papillons. Samuel, que j'avais interviewé dans l'épisode 111, nous explique pourquoi les libellules courbent leur abdomen. Donc, c'est une punaise. Yeah. C'est un azuré, non? Non, c'est un géomètre. Plutôt. Les azurés, tu les verras la journée, ils ont les Oui, ailes à la nuit. plat. Là, c'est que des papillons de nuit. Bah, Alors, c'est des je suis nocturnes. loin d'être le spécialiste, hein, mais je pense qu'il y a des papillons de jour qui vivent la nuit. Et l'inverse aussi. Oui, oui. C'est ça. Il y a des mœurs, il y a des mœurs diurnes pour des papillons. Là, il y a une petite. Mais l'inverse, je sais pas. C'est dur, ça. Est-ce que ce serait une vulgaire mythe? Non. Tu vois, là, il est parti, c'est ballot. Il y en avait un qui avait des antennes en plumes. Oui. Ah, ça c'est Saint-Hilaire fixa. Donc en gros, les papillons de nuit, soit ils ont des antennes en plumes, soit ils ont des antennes comme ça, lisses, pointues. Ouais. S'ils ont une petite boule au bout de l'antenne, c'est que c'est des papillons de jour. D'accord. Du coup, ils mangent quoi, les papillons de nuit? C'est des chenilles qui plantes en Les général. chenilles qui mangent des végétaux, et autrement les papillons, c'est des pollinisateurs. du tinage, voilà, Oui, il y a plein de fleurs ouvertes la nuit. T'en as qui ne mangent pas du tout, t'en as qui sont des orthosias qui vont aller butiner les chatons de saule au printemps. En fait, ils ont tous comme nous, ils ont des priorités, des préférences. Alors Vital. Il y en a qui ne mangent pas du tout. Ouais, Bombix notamment. Ouais. Le plus grand papillon de France, le grand pan de nuit, ne se nourrit pas du tout en tant que papillon, parce qu'il vit trop peu de temps, c'est une dizaine de jours. La femelle a déjà les œufs préformés. Les phéromones femelles sont hyper attractifs, le mâle la perçoit à plusieurs kilomètres. Les antennes du mâle, c'est la 8G, il sert les phéromones femelles, donc ce que vous appelez mesdames du Chanel numéro 5. C'est quoi ces préjugés là? Quand elle recourbe la queue, c'est elle a peur ou... Non, je sais pas, c'est un appel pour l'accouplement, non?
Quand l'avion de mercure commence à se mettre en demi-cœur, mais il manque le partenaire sexuel pour faire le cœur complet. Il charge les gonades. D'accord. En fait, les libellules, elles produisent le sperme au bout de l'abdomen, mais les pièces copulatrices sont au tout début de l'abdomen, près du thorax. Donc pour pouvoir s'accoupler, en fait, il faut qu'elle ramène le bout de l'abdomen au deuxième segment, qu'elle charge les pièces copulatrices, et après qu'elle fasse le cœur copulatoire. Et ça marche depuis 300 millions d'années. Hein. Un élément que je trouve super intéressant dans le format des rencontres Réensauvager la ferme, c'est que la visite de la ferme, dont vous avez pu entendre une partie dans l'épisode 111, est un moment clé où le regard des naturalistes sur le vivant se nourrit des pratiques paysannes. Je me suis par exemple demandé ce qui se passait dans la tête d'un lépidopteriste qui découvre le modèle d'élevage de poules de la ferme du Grand Laval. À quel point le pâturage tournant de poules dans les vergers, le fait d'avoir des races rustiques ou même des générations de poules qui naissent sur la ferme et se transmettent leur savoir, influence les populations de papillons. C'est Elsa qui prend soin des poules sur la ferme. Elle nous a présenté l'élevage de pondeuses qui se différencie de la plupart des élevages conventionnels ou même bio par différents aspects. Les poules sont gardées au-delà de 18 mois, alors que dans 99% des élevages, elles vont à l'abattoir à 18 mois. L'élevage comporte des coqs, ce qui est extrêmement rare. Les races sont rustiques et variées. Les poulaillers sont mobiles, en agroforesterie sous le verger. L'aliment est 100% produit à la ferme. Et depuis plusieurs années, la ferme s'est réappropriée la reproduction des pondeuses. Les œufs ne proviennent plus de la couvoire, mais une incubation et éclosion a lieu à la ferme, permettant entre autres un renforcement de l'adaptation des poules à l'écosystème de la ferme. La moitié des œufs qui éclosent étant des mâles, Elsa et Sébastien les engraissent à la ferme et consomment les coqs, les fameux coqs qui étaient tout près des tentes et faisaient très bien le réveil à 6h du matin pendant le week-end. Je m'excuse pour la qualité de l'enregistrement. Il y avait énormément de vent ce jour-là et surtout, le discours d'Elsa est entrecoupé de tentatives des poules et des dindons de contribuer à la conversation. Sur les volailles, il y a plusieurs particularités par rapport à un élevage un peu plus conventionnel ou même bio, plus traditionnel. C'est que déjà, on a plusieurs petits poulaillers. Là, dans celui-là, il y a 48 poules et quelques coqs. On a un autre poulailler de 70 poules là-bas. Et c'est qu'en fait, on va les déplacer à peu près tous les mois. Alors des fois, on a 15 jours entre deux déplacements et des fois, on a 1 mois et demi, 2 mois. En été, je suis un peu plus détendue parce que on est occupé sur les autres ateliers, donc je les déplace moins. Concernant l'alimentation, Elsa précise que l'indice de consommation d'une poule rousse industrielle bio est de 2,7, c'est-à-dire qu'elle mange 2,7 kg de nourriture pour pondre 1 kg d'œufs. En d'autres termes, elle est très efficiente. Dans l'élevage du Grand Laval, l'indice de consommation est de 3 à 3,5. Les poules doivent donc manger plus pour faire la même quantité d'œufs. D'où l'enjeu encore plus grand d'être autonome en alimentation. Sinon, il faudrait vendre très cher les œufs pour que l'élevage soit rentable. En effet, l'aliment bio coûte 700 € la tonne, alors que cela revient à 350 € la tonne en le produisant à la ferme. Elsa nous raconte que des étudiants l'ont contactée pour voir un éclosoir, tellement peu de gens en font. Je trouve ça quand même fou que l'acte de faire naître ces poules à la ferme soit devenu aussi rare. Les poules du Grand Laval sont rustiques aussi dans leur comportement face au danger. Elles ont une attitude de fuite, alors qu'en élevage industriel, même bio, elles ne fuient pas. Cela est aussi influencé par la taille du troupeau. Le groupe social de la poule, où elle a la capacité d'expression de son comportement naturel, est de 60 individus, alors que dans la plupart des élevages bio, ce sont des lots de 1000 poules, ce qui perturbe fortement leur comportement. La prédation par le haut est hyper rare au Grand Laval, nous dit Elsa. Les rapaces n'arrivent tout simplement pas à les attraper car les poules se mettent à l'abri assez tôt.
Nous, quand on avait fait ce calcul-là, on était à 350 € la tonne. On avait deux méthodes de calcul différentes, donc on est sur la moitié. Donc en fait, on peut se permettre d'avoir des poules qui pondent, qui ont un moins bon rendement, parce que chaque fois, on est autonome sur l'alimentation, et parce qu'on vend nos œufs en vente directe, on fait notre propre reproduction. Donc moi, je n'achète pas des poulettes prêtes à pondre de 17 semaines. Je prends les œufs qu'elles pondent, tous les œufs sont fécondés. Si vous avez des doutes, on entend souvent les éleveurs et les techniciens qui disent qu'on n'a pas le droit de vendre des œufs fécondés. C'est faux. Il y en a plein qui disent qu'on n'a pas le droit de mettre les coques dans les poules. C'est faux aussi. Dans tous les cas, moi je récupère mes œufs, je les mets dans la couveuse et donc on les engraisse. Et puis là, mi-septembre et octobre, et ben, ils vont passer à l'abattoir, on va les vendre en poulet de chair à la ferme. Donc on a one shot, c'est une fois par an, on a du poulet et après on en a plus. Et tous les invendus, ben, ça fait là, on avait l'année dernière, on avait une bonne quinzaine de coques et c'est ce qu'on mange nous après l'hiver jusqu'à l'été. Une trentaine de personnes qui ne participaient pas au reste du week-end sont venues à une balade naturaliste grand public. Une initiation à l'observation naturaliste savamment guidée par Maxime Zucca, que je ne présente plus si vous avez écouté les précédents épisodes, et Greg, puis de connaissances passionnées de sciences participatives. Près du poulailler, on a parlé goût des punaises et orientation des oiseaux pendant la migration. Bon, on va mettre des punaises arlequins, c'est super joli. Non, mais il y en avait une, non mais il n'y est plus. Ouais, il y en a plein les carottes là. Ouais, rouge avec des rayures et des petits points. Hein? La famille des punaises. Ouais, il y a plein d'espèces de punaises en fait. Et, ah bah voilà un accouplement. C'est tout le temps en train de s'accoupler ce truc là. Voilà. Ici, on a plein de colonies de ces petites abeilles. Tiens, si vous pouvez faire circuler auprès des enfants. Vous apprécierez l'harmonie quand même de la robe. C'est la classe. C'est la classe. Ah oui, alors, grosse coloration. On a vu la sauterelle hyper verte. La sauterelle, je la pose dans l'herbe au printemps là, avec un vert comme ça, personne ne la retrouve. La grosse coloration, donc c'est un signal, c'est le petit drapeau. Si vous me bouffez les oiseaux, vous allez regretter. Vous ne le ferez plus après. Alors il y a deux trucs. Hein. Ça c'est hyper rigolo, ces stratégies là, de grosse coloration, parce qu'il y a finalement chez les insectes, il y a assez peu d'insectes qui synthétisent eux-mêmes le truc qui aura un goût horrible pour les oiseaux ou qui sera un peu poison. La plupart du temps, ils le récupèrent sur des plantes. Et c'est en bouffant les plantes qu'ils accumulent les toxines. Et puis il y a d'autres insectes qui accumulent les toxines en bouffant des insectes qui ont des toxines. Et après, il y a deux stratégies. Soit j'accumule des toxines moi-même, soit j'essaie de ressembler à un truc qui accumule des toxines. Si j'accumule trop de toxines, qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner aucune leçon. Par exemple, si j'accumule un poison tellement fort que tout ce qu'ils bouffent en crève, bah, ils apprennent rien. S'ils crèvent, ils transmettent rien, ils apprennent rien. Et donc dans ces cas-là, ce qui peut se passer, c'est que la bestiole qui fait ça, elle va essayer de ressembler à une bestiole un peu moins toxique, mais un peu toxique quand même. Donc il y a des convergences comme ça, qui ne sont pas tout le temps dans le sens du pire, du plus toxique possible. Parce que ça laisse pas de traces. Quand je disais tout à l'heure, ça laisse pas de traces dans l'histoire évolutive, bah, typiquement c'est ça. Si je suis tellement toxique que tout ce qui me bouffe crève, bah, finalement je me fais bouffer tout le temps par tous ceux qui n'ont jamais appris. Et dans ces cas-là, extinction de la lignée, quoi. Par contre, si je suis juste un peu toxique, bah là ça donne des vraies leçons. Oui, mais alors il nous donne une vraie leçon parce que l'être humain, il n'en tient pas compte de ça. Ah non, mais l'être humain, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Moi, je suis pas anthropologue. Hein. Si on secoue, si on cherche et qu'on secoue donc les inflorescences de carottes qui vont s'ouvrir, on va trouver d'autres punaises. Donc c'était quoi? Tu disais 180 espèces de punaises ici? 140, mais non, punaises pucerons. Non, bah ok, bah, on va... Une bonne centaine. Une bonne centaine de punaises. Il y en a finalement assez peu qui sont aussi vives. Hein. Oui. La plupart, elles ont la stratégie de base des insectes, c'est-à-dire personne ne me voit, personne ne mange. Là, dans le verger, en ce moment, là, on va voir, mais vous n'allez pas bien les voir parce qu'on est un petit troupeau. Mais il faut que vous guettiez au loin, il y a des oiseaux qui passent d'arbre en arbre, qui moucheronnent. Qui moucheronnent, c'est-à-dire qu'ils se posent, ils vont chercher un moucheron, ils reviennent. C'est des gomme-mouches. Et là, cette nuit, on a eu de la pluie et il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui sont arrêtés sur la ferme, qui sont en route vers l'Afrique. Et là, bah, en fait, ici, c'est pas juste un havre pour les oiseaux nicheurs, pour la faune dont on parle, c'est aussi extrêmement important pour les oiseaux qui viennent de très loin, en Scandinavie, qui vont vers l'Afrique et qui ont besoin de s'arrêter, reprendre du carburant en route dans des endroits hospitaliers.
Et là, du coup, ils vont se gaver pendant une journée de moucherons, de tous les insectes, pour pouvoir refaire 400 km de vol la nuit prochaine, jusqu'à la prochaine étape. Donc c'est des oiseaux qui volent la nuit, à 2-3 000 mètres d'altitude. Et donc la sélection de sites de halte où s'arrêter de qualité, elle est cruciale. Donc ici, ça joue vraiment aussi ce rôle. Le gomme-mouche, il adore ce genre d'espace avec des arbres un peu épars et dans lesquels il a la visibilité quand même pour chasser. Il ne va pas s'arrêter trop en pleine forêt, il peut aussi, mais il préfère les lisières. Ils descendent progressivement en fin de nuit quand même, ou en fin de vol, et après de proche en proche. Mais c'est une vraie interrogation, comment des jeunes gomme-mouches dont c'est la première migration et qui arrivent de nuit dans un environnement complètement inconnu, ils arrivent, et ça vaut pour la plupart des oiseaux migrateurs, à sélectionner des habitats et des micro-habitats avec une précision dingue, sans qu'il y ait en plus d'indices acoustiques d'un autre gomme-mouche qui crie, qui l'appelle. C'est pas en bande forcément du tout, il y a beaucoup d'oiseaux, la plupart des petits oiseaux insectivores comme ça, ils migrent la nuit, tout seuls, et avec un programme interne la première année qui est quand même transmis génétiquement, qui globalement leur dicte dans quelle direction migrer. Par contre, c'est à eux de se débrouiller pour savoir où est le sud, où est le nord, et donc utiliser la position du soleil et la magnétoréception. Mais c'est comme si les gomme-mouches, on a montré d'ailleurs, les gomme-mouches, on les a mis dans des systèmes expérimentaux en captivité, dans des entonnoirs dans lesquels ils miment leur mouvement migratoire la nuit. En fait, et on se rend compte que les gomme-mouches, si on les élève en captivité, le mois d'août venu, ils se mettent à sautiller frénétiquement dans leur cage parce qu'ils ont très très envie de migrer. En plus, ils sautillent toujours dans la même direction. Et les gomme-mouches, ils ont été étudiés et on a vu qu'ils sautillaient toujours vers le sud-ouest, ceux de Scandinavie, donc ils voulaient vraiment aller vers la France. Par contre, ils ne s'arrêtaient pas, ils continuaient vers le sud-ouest et théoriquement, ils arrivaient en mer Méditerranée, en océan Atlantique. Et du coup, ils ont eu l'idée de les soumettre à différentes variables de valeur de champ magnétique. Et quand les gomme-mouches étaient soumis, toutes choses égales par ailleurs, au champ magnétique qui correspondait au sud de l'Espagne et au Maroc, au lieu de s'orienter vers le sud-ouest, ils changeaient d'orientation dans leur cage et ils se mettaient vers le sud. Ouais, t'allais parler des pipites. J'allais parler juste des pipites. Alors, il y en a aussi pas mal, les pipites des arbres, mais j'allais parler d'un pipite, c'est le pipite de Richard, qui est rare, mais c'est parce que typiquement, c'est un oiseau qu'on voit très peu, qui vient de loin. Mais chaque année, les jeunes s'arrêtent exactement sur le même type de prairie, sur la même prairie d'une année sur l'autre, et sans qu'il y ait forcément d'autres individus avant eux, et on ne sait pas comment ils arrivent à sélectionner cette prairie plutôt qu'une autre, vue du ciel de très haut. Voilà, il y a un mystère encore de la sélection du micro-habitat de halte migratoire par les oiseaux. Là il y a encore des choses qu'on n'a pas compris. Il y a une autre information que les oiseaux captent, semble-t-il, de plus en plus d'éléments montrent ça. En tout cas, on voit que l'olfaction est effectivement un sens très utilisé pour naviguer. Et la principale hypothèse, c'est qu'en fait, il y a des signatures végétales. Chaque végétal émet des composés chimiques. Et les grandes forêts ont leur propre signature olfactive, les grandes prairies aussi. Et en fait, on a vu que c'était quand il y avait des vents qui charriaient ces odeurs que les oiseaux arrivaient à corriger les déviations qu'on leur avait imposées en les déplaçant artificiellement, par exemple. Et ça a été d'abord montré que les oiseaux de mer les plus fins, qui sont des oiseaux qui se nourrissent beaucoup à l'olfaction, eux, ils ont vraiment cartographié toute la mer Méditerranée en fonction des nappes de phytoplancton, qui chacune a une propre signature olfactive, en fonction de l'association d'espèces, qui elle-même indique la présence de zooplancton, donc de poissons. Donc c'est très important pour les puffins de repérer ces nappes de phytoplancton. C'est connu depuis un petit bout de temps chez les puffins, et là on pense que en fait, la plupart des oiseaux terrestres sont aussi capables de cartographier olfactivement au moins les grandes signatures végétales, mais peut-être de manière beaucoup plus fine, ça on ne sait pas. Mais la question de l'apprentissage est encore ouverte, on ne sait pas comment est-ce qu'ils apprennent. Depuis les rencontres, j'observe les insectes avec beaucoup plus de curiosité. J'ai l'impression que cela a rechargé ma capacité d'attention et d'égard aux êtres plus qu'humains. Lorsque je croise un autre animal, je tisse un lien avec lui par le simple fait de rester quelques secondes de plus en contact. Dans cet épisode, on a parlé de 3 P, poules, punaises et papillons, ou même 5 P si on rajoute les pommes et les pêches que l'on pouvait déguster tout au long du week-end. Ma question pour vous, c'est quel PPPPP, prochain plus petit pas possible, vous avez envie de faire suite à cette écoute. Cela pourrait être un petit pas de type soutien au podcast ou à l'association Réensauvager la ferme. Tous les liens sont en description de l'épisode, vous le savez. Partage de cet épisode à vos proches, à des personnes qui pourraient en être inspirées, ou mise en mouvement, par exemple, pour participer à des sorties naturalistes ou réensauvager votre jardin. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci à tous les êtres vivants avec qui j'ai interagi pendant ce reportage.
humain et plus qu'humain.